À mon sens, la science-fiction est le genre le plus important de l'histoire de l'humanité. Et Nexus 6 a toujours eu pour objectif d'être une ode à ces œuvres et ces univers qui ont touché tant d'entre nous. À la fois par l'impact émotionnel qu'ils ont généré, mais aussi la réflexion intellectuelle, philosophique et morale qu'ils nous imposent par leur nature prospective. Mais n'oublions pas un aspect important de la SF, souvent méprisé par une certaine intelligentsia. La dimension purement fun que ce genre peut procurer. Le plaisir simple qu'il y a à découvrir ces univers, ces lieux insolites, ces technologies nouvelles et ces sociétés et cultures différentes des nôtres. Mais surtout, indéniablement, toutes ces créatures, qu'elles soient étranges ou familières, les différents êtres que nous propose la science-fiction représentent une des caractéristiques principales de ce pourquoi le genre a marqué et marquera encore. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. L'été dernier, j'ai écrit mon nouveau livre, Créature, et à part l'écrire, il a aussi fallu diriger la création des illustrations originales qui ouvrent chaque chapitre, ainsi que celle de la couverture. Et pour cette dernière, j'ai tout simplement demandé à l'illustrateur Maxime Mitenkov de réussir à créer une créature culte. C'est complètement con de demander ça à quelqu'un. Déjà de par la difficulté de la tâche, allez, vas-y, mais fais-moi un être dont le design va frapper la psyché des gens avec une force telle qu'ils y penseront jour et nuit, que cette couverture s'imprime au fond de leur âme et les accompagne à jamais. Ça n'a aucun putain de sens. Bon, par contre, je trouve qu'il s'est vachement bien débrouillé. La créature est vraiment classe, sa taille en impose, elle a des appendices étranges pour se déplacer, elle est à la fois inquiétante et pacifique, il y a un vrai truc. J'adore cette couverture. Faudrait lui trouver un petit nom d'ailleurs à cette créature. Tenez, si vous avez des idées pour le nom de son espèce et son nom à elle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. L'autre difficulté dans ce que je demandais, c'est que, comme je le disais dans l'épisode sur Predator Badlands, le caractère culte d'une chose ne se prévoit pas. Rien ne naît culte, tout le devient. Et c'est d'autant plus vrai pour les créatures que va nous proposer la science-fiction. C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui, la nature de ces êtres qui ont marqué l'histoire de notre genre préféré. Mais plus que de faire une simple énumération, je vais essayer de vous présenter l'ensemble des caractéristiques qui feront qu'on pourra considérer qu'une créature est réussie. Cette vidéo est donc inspirée du travail que j'ai fait pour mon nouveau livre, Créature, et préparez-vous, c'est un mot que vous allez énormément lire dans cet ouvrage et entendre dans cette vidéo, parce qu'il se trouve qu'il n'a pas énormément de synonymes. C'était une tannée lors de l'écriture, ça d'ailleurs. Planète, le premier livre, lui, explorait les mondes de la SF, même concept donc avec Créature, qui ne va pas tant sur le sujet du caractère culte de ces entités, mais qui vous propose plutôt un panorama des différents types qui existent en science-fiction. Et dans ce livre, comme dans cette vidéo, lorsque je parle de créatures, je ne parle pas uniquement des extraterrestres. En réalité, tout être vivant ou qui interagit avec son environnement, ou qui semblera doué de conscience ou d'intelligence, est une créature de la science-fiction. À noter qu'il n'est pas nécessaire qu'ils aient l'ensemble de ces caractéristiques en même temps, une seule d'entre elles suffit. Par exemple, les humains, presque systématiquement présents, sont des créatures de la SF. Ils ont des thématiques propres, des représentations propres et des utilisations propres narrativement. Il s'agit donc d'un groupe cohérent que l'on peut analyser comme tel. C'est pour ça que le premier chapitre du livre leur est dédié. Mais c'est aussi le cas des robots, des formes de vie animales, des choses, des aliens anthropomorphes ou non, et encore des dieux. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, il y a même des chapitres où je me concentre davantage sur les intentions des créatures que sur leur nature physique. En tout cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire. D'ailleurs, je serai en dédicace le samedi 20 décembre à la librairie Isler de Metz. N'hésitez pas à venir parce que je vous l'avais dit l'année dernière, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un auteur ou une autrice seule toute la journée dans une librairie. Ça me fout une angoisse. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, venez. Ce sera l'occasion de passer un bon moment. Vous pouvez vous procurer Créature de deux manières, dans votre librairie préférée et sur internet, ou sinon, en supplément d'un des packs de la campagne Ulule du jeu vidéo Nexus 6. Car si vous avez raté l'info, je le rappelle, nous lançons une campagne de financement pour notre nouveau gros projet, Get Funky, Deliver or Die, le jeu vidéo qui vous proposera d'explorer l'univers de Nexus 6. Ce sera un jeu d'aventure à choix multiples dans lequel vous pourrez incarner notre équipage, obligé de livrer une cargaison de la boisson la plus cool de l'univers, Get Funky. Et comme toute bonne corporation capitalistique qui se respecte, Get Funky nous a piégés pour faire cette livraison. Ouais. Et si on n'y arrive pas, boum, notre tête explose. Je vous laisse découvrir comment sur la page de la campagne Ulule, le lien est dans la description. Du coup, il y a plein de packs différents, des hoodies, des artbooks, des Get Funky créés par Une Bière et JV. On a même pensé à mettre un pack pour les gens qui avaient manqué la campagne précédente. Comme ça, vous pourrez vous procurer le Blu-ray du film Nexus 6 et du documentaire La Galère des Étoiles, mais aussi l'affiche du film, un t-shirt et notre fameux pins. Voilà, faites-vous plaisir, surtout que le succès de cette campagne est aussi très importante pour l'avenir de la chaîne, donc n'hésitez pas à nous soutenir.
Et comme je vous le disais, créature peut être pris en supplément d'un des packs, donc en gros, soit vous allez en librairie et vous l'avez tout de suite pour 30€, soit vous participez à la campagne, vous le prenez en supplément, et là c'est 35€ et vous le recevrez plus tard, mais il y aura un marque-page collector du capitaine, et en plus, il sera dédicacé. Le mieux étant évidemment d'aller le prendre en librairie pour l'offrir à Noël par exemple à chacun des membres de votre famille, qui ont besoin d'être ouverts à la SF, vous le savez. Si, vous le savez, c'est important. Il manque de ça dans leur vie. Et en plus, vous participez à la campagne, vous aidez le Nexus 6 et vous avez votre exemplaire dédicacé. Mais que demande le peuple? De bons films Star Wars, oui, c'est vrai. Ce serait pas mal d'avoir ça aussi, mais bon. Bref, revenons-en à notre sujet. Des créatures cultes, il y en a pléthore en science-fiction. Le xénomorphe d'Alien, le Predator de Predator, le Terminator de Terminator, les Daleks de Doctor Who, les Vers des Sables de Dune, le Gritch d'Hyperion, toutes les races majeures de Star Trek, les Tyrannides de Warhammer 40 000, tous de nature différente, tant dans leur forme que dans leur place au sein des récits qui les mettent en scène. Pourtant, y aurait-il des éléments qui seraient communs à toutes ces créatures? Des caractéristiques qui pourraient favoriser ou expliquer qu'elles ont inscrit profondément leur influence au sein du genre? Eh bien, figurez-vous que oui. Et ces caractéristiques, on pourrait les classer en deux grandes catégories. La première, ce seront les aspects intradiégétiques des œuvres, c'est-à-dire ce qui se trouve dedans, que cela soit un film, un livre, une série ou autre. Et la deuxième, c'est tout ce qui va se passer en dehors de l'œuvre, dans le monde réel. Pour l'intradiégétique déjà, il y a tout ce qui concerne l'aspect de la créature. Celui-ci doit répondre à une première obligation, un design lisible et reconnaissable. Si vous arrivez à l'identifier juste avec la silhouette sous forme d'ombre, c'est gagné. Cela va passer par une forme simple, mais attention, pas simpliste, car elle sera souvent appuyée par des attributs répétitifs, comme plusieurs tentacules ou une carapace segmentée. Il semble également qu'en général, une palette colorimétrique limitée et cohérente soit importante. C'est peut-être pour ça qu'aucun des animaux de la faune de Pandora soit devenu culte. Bon, après les goûts et les couleurs, enfin apporter un léger contraste visuel sera positif également, comme le fait d'être repoussant mais mignon, ou encore l'alliance du biologique et du mécanique. Et nous pouvons aller encore plus loin avec un concept qui semble primordial en sciences cognitives, celui de l'effet minimal de contre-intuitivité. C'est-à-dire qu'il semble que l'on se souvienne mieux des concepts légèrement différents de ce que l'on connaît, plutôt que de ceux trop familiers ou à contrario, totalement incompréhensibles. Les créatures cultes ont donc souvent une base familière, humanoïde ou animale, avec une déviation radicale par rapport à cette base, comme une conscience collective ou un cycle de vie qui ne correspond en rien à ce que l'on connaît. Mais attention à ne pas aller trop loin, il faut réussir à trouver le bon équilibre entre familiarité biologique et étrangeté zoologique. Il faut que cela semble plausible, avec une logique interne compréhensible pour le public. Même fantaisistes, ces créatures respecteront donc souvent des règles naturelles, parasitisme, symbiose, comportements eusociaux, niches écologiques. Si on peut imaginer comment la créature vivrait réellement, elle devient beaucoup plus forte culturellement. Les études tentent à montrer que tous ces aspects permettront un meilleur ancrage dans la mémoire à long terme, ce qui est très concrètement ce que l'on recherche. Perso, vous le savez, j'en parle sans arrêt, je serais davantage sensible à la recherche d'une altérité totale qui, au contraire, me retournerait le cerveau, mais il s'agit là d'un ressenti personnel qui semble donc non représentatif statistiquement. Dans l'intradiégétique toujours, il y a aussi la place de la créature dans le récit, ainsi que son origine. Concernant le premier point, il est impératif qu'elle représente une idée fondamentale qui va illustrer le propos de l'œuvre. Que cela soit une peur collective, comme avec Godzilla, et le choc qu'ont été les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki dans la culture japonaise, ou encore la peur de l'infection et de la perte d'identité avec The Thing. Cela peut être aussi les tensions sociales, comme dans District 9, ou la colonisation et la domination technologique dont on est témoin dans la guerre des mondes. Plus une créature peut être reliée à un mythe latent ou à une angoisse culturelle, plus elle deviendra emblématique. Idéalement, il faudra aussi qu'elle constitue un tournant narratif au sein du récit, qu'elle soit une figure symbolique, un adversaire, un révélateur ou un catalyseur qui va modifier profondément la progression des protagonistes et de l'histoire. Par exemple, le xénomorphe ou la créature de The Thing ne sont pas juste des monstres qui impressionnent par leur nature physique et comportementale. Cela va bien plus loin que cela. Le premier va pointer du doigt les failles humaines, notamment sa cupidité ou encore sa fragilité physique et émotionnelle. La chose, elle, sera un moteur de suspicion et de paranoïa. Et en ce qui concerne l'origine des créatures, ça a été beaucoup oublié à votre époque, mais il n'y a pas de secret, enfin plutôt si. Au contraire, une créature efficace n'est presque jamais totalement expliquée. Le mystère est un aspect extrêmement important. D'où la créature vient? Des suppositions, quelques bribes d'indices, et on est bon. Ses motivations et son comportement, souvent inaccessibles ou étranges. Laisser des trous encourage l'interprétation. Et ça, c'est du pain béni, parce que ça va favoriser l'émergence d'une communauté qui, elle,
gardera la créature en vie. Ben oui, parce qu'en excitant l'imagination du public, il finira par fantasmer des aspects qui n'étaient pas forcément prévus à la base. Ça va amener à des théories qui accoucheront peut-être de fanfiction, d'artwork, d'analyse dans des vidéos YouTube. Bref, tout un environnement où les gens se retrouveront et échangeront à ce sujet. Le mystère est un moteur de connexion sociale et donc de longévité culturelle. C'est exactement ce que j'avais reproché à Ridley Scott dans le tout premier épisode de Nexus 6 sur Prometheus au sujet des ingénieurs. Comment dire? C'est complètement con! Dans Alien premier du nom, nous rencontrions pour la première fois le Space Jockey, cet être fossilisé depuis des millénaires, à l'aspect éléphantesque étrange et unique dont on ne savait rien. Comment était-il mort? D'où venait-il? Où allait-il? Pour quelles raisons? C'était génial. Et ça a inspiré énormément de gens pendant 30 ans. Tout ça pour, au final, avoir une explication de merde à base de connards bodybuildés albinos qui n'ont rien, mais alors rien de marquant et dont tout le monde se fout. Mais bon, je vais pas revenir sur le sujet, j'ai pas envie de m'énerver. Et on aborde là la deuxième catégorie des caractéristiques importantes pour une bonne créature, ce qu'elle va générer dans le monde réel. L'aspect communautaire est extrêmement important. Si la créature devient une référence qui aboutit à sa mémification, si elle inspire des cosplays ou si elle crée des blagues au sein d'un même fandom, ou mieux, si elle finit par être parodiée et imitée, c'est que vous avez face à vous une créature qui a réussi. Tenez, j'ai une vanne pour les fans de Blade Runner. Vous savez pourquoi les réplicants détestent les banques? Parce qu'on y fait des retraits. Oui bon, faut vraiment kiffer pour l'avoir celle-là. Mais le mystère n'est pas le seul aspect qui va fédérer une communauté. C'est également l'émotion qu'aura suscité la créature auprès du public. Il faut absolument qu'elle déclenche des émotions fortes, soit des émotions très négatives, comme la peur ou le dégoût, soit des émotions très positives, notamment la tendresse, un réflexe protecteur, ou des émotions plus... vous avez compris. Ou bien un mélange des deux, et on l'a abordé auparavant dans l'émission, il semble que ce soit l'une des configurations les plus mémorables. Les personnages comme Stitch ou Venom, pour lesquels on se prendra d'affection, malgré leurs défauts, sont de bons exemples. On résume, un design qui pour devenir mémorable doit remplir certains critères esthétiques, un peu d'étrangeté mais pas trop, un symbolisme universel, beaucoup de mystère, des émotions, et tout ça permettra une appropriation communautaire qui fera perdurer la créature dans le temps. Néanmoins, il manque un aspect qui me paraît important dans la réception qu'aura le public d'une entité fictive, la qualité de l'œuvre dans laquelle elle est. En gros, qui de l'œuvre ou de la créature est à l'origine du culte qui en résultera. Très difficile de trancher, vous vous en doutez, mais j'aurais tout de même tendance à dire que des créatures qui cocheraient la plupart des caractéristiques dont nous avons parlé, mais qui se retrouveraient dans un film, une série ou un jeu moyen ou mauvais, il y a de grandes chances qu'elles ne laissent pas un souvenir impérissable auprès du grand public. Au mieux, les connaisseuses et les connaisseurs aimeront se la péter en citant lors de soirées mondaines ou en convention geek ces pauvres airs qui n'auront pas atteint le statut qui leur était promis. Et moi, il se trouve que je suis un connaisseur. Donc voilà plusieurs exemples de créatures que j'ai bien aimées dans des films oubliés ou moyens ou nuls. C'est selon. Les envahisseurs aliens de Battle Los Angeles. Biomécanique semble-t-il, car on en sait peu sur eux, avec un design étrange que l'on verra rarement de manière claire. Il y avait un petit truc qui me plaisait bien. Le film, lui, est une daube. Le Morwen d'Outlander, le dernier viking, un prédateur extraterrestre, signé Monsieur Patrick Tatopoulos, qui n'est pas un manche, puisqu'il a créé le Godzilla de Roland Emmerich et a travaillé sur de nombreux projets. Un design super cool, bioluminescence, agilité, intelligence et une histoire tragique que l'on découvre au cours du film. Le Morwen m'avait vraiment plu. Le film, lui, est plutôt cool, avec un concept comme je les aime, où un soldat venu d'une autre planète s'écrase en 709 chez les Vikings et s'alliera avec eux pour terrasser la bête. Une espèce de 13e guerrier sauce SF, matinée de folklore nordique, mais en série B quoi. Sympa, mais pas suffisamment bon pour toucher le grand public. Syl, l'hybride humaine extraterrestre, de la série de films La Mutante, créée par Giger lui-même. Le papa du xénomorphe a bien bossé, puisque la créature en elle-même remplit nombre des attributs nécessaires à la rendre mémorable, notamment un mélange de sensualité et de dangerosité. Un film correct, en tout cas pour le premier, qui avait marqué à l'époque dans la sphère SF, mais dont peu de gens se souviennent à votre époque, en dehors de ma génération et des précédentes, personne ne connaît. Enfin, je sors un peu de la science-fiction, puisque nous sommes ici plutôt dans le fantastique, mais il y a la créature de la Forteresse Noire, l'un des premiers films du grand Michael Mann. Ici, une troupe de soldats allemands postés dans un village roumain se retrouve confrontée à une menace antédiluvienne. Un design incroyable qui a fortement marqué dans un film pas parfait et qui manque un peu de moyens, mais que j'apprécie beaucoup.
Je ferme la parenthèse, en tout cas il semble évident qu'une bonne créature a besoin d'être dans de bons films, livres ou jeux pour pouvoir s'inscrire dans le temps. Robbie de Planète Interdite, Maria de Metropolis, les Martiens de Mars Attack, les Moissonneurs de Mass Effect, les Clickers de The Last of Us, toutes ces propositions ont existé au sein d'œuvres de qualité, ou tout du moins qui auront marqué leur époque. Et il suffit de voir la créature qui était censée être le Predator dans le film de McTiernan, en gros une espèce d'écrevisse de l'espace dégueulasse, pour ne pas avoir trop de doute sur le fait que le succès n'aurait pas été le même s'il n'avait pas changé de braquet en cours de route grâce à Stan Winston. Mais à votre époque, j'ai une impression qui persiste. J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de créations artistiques de qualité qui proposent des créatures qui le sont tout autant et qui pourtant semblent ne pas réussir à s'imposer d'une manière aussi forte dans la pop culture. Je pense à la créature alien étrange du film Annihilation, multiforme, adaptable, mimétique, qui en outre se manifeste dans une scène extrêmement forte et angoissante qui m'a fait un effet fou. Et mention spéciale à l'ours zombie chelou là aussi. Jean Jacket, l'OVNI de Nope, insaisissable, mystérieux et une proposition innovante par rapport à ce que l'on voit d'habitude. Allez, il y a bien les heptapodes de premier contact qui semblent avoir un peu creusé leur trou. Mais j'ai quand même le sentiment qu'ils n'auront pas du tout le même retentissement que toutes les créatures mythiques que nous avons citées au cours de cette émission. Même au sein de la communauté SF, qui est tout de même la première visée par ce genre de production. Cette rareté du culte en 2025, je pense qu'elle est en partie due à l'atomisation des produits culturels. Avec la multiplication des plateformes qui se sont ajoutées aux canaux de diffusion classiques, comme la télévision, le cinéma et Internet, vous êtes submergé de films, séries et contenus. Du coup, là où lors des décennies précédentes, tout le monde voyait plus ou moins les mêmes œuvres, ou un minima en entendait parler, et partageait davantage de références communes, c'est beaucoup moins le cas à votre époque. En 2025, je ne dis pas que cela ne peut plus arriver, mais la concurrence est telle qu'il est beaucoup plus difficile pour une création artistique de réussir à générer ce type d'élan populaire, qui en assurera la pérennité culturelle, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions. Le culte est mort, vive le culte! En tout cas, la prochaine créature qui marquera l'histoire, avec autant de barrières à l'entrée, je pense qu'elle sera sacrément cool. Peut-être même la quintessence de l'altérité qui changera tout. Je suis très impatient de voir ça. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Merci à toutes celles et ceux qui se procureront créatures et ou qui participeront à notre campagne Ulule pour le jeu vidéo Nexus 6, et un grand merci à vous qui l'avez peut-être déjà fait. C'est grâce à vous et votre soutien que nous réussissons à tenir depuis tant d'années. On vous doit tout. N'oubliez pas de venir me voir en dédicace à la librairie Isler de Metz le samedi 20 décembre. Je vous en supplie, ne m'y laissez pas seul. Merci. Si vous les avez manqués, foncez voir les dernières vidéos de la chaîne sur Predator Badlands, sur la place du tabac dans la science-fiction, ou encore sur le genre du Battle Royale, avec un focus sur Running Man. Par ailleurs, dorénavant, vous pourrez nous retrouver avec Slexno tous les mercredis soirs à 19h en live sur YouTube, mais aussi sur Twitch, quand on aura fini de créer le compte et de tout paramétrer, donc soyez au rendez-vous. Enfin, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à vérifier que votre compte YouTube n'est pas en mode restreint et que la cloche est activée sur Nexus 6. Partagez cette vidéo et n'hésitez pas à la booster également. Et pour vous qui n'êtes pas abonnés, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Soleil sur vous et à très bientôt sur Nexus 6. Ciao.